Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir les 3 premiers chapitres du livre Investir pour être libre de Mounir Lagoun. On va voir les principes que j'ai retenus de ce livre. Je précise que je ne suis pas du tout un professionnel de ce milieu. Je suis un débutant qui essaye d'apprendre et qui partage tout ce que j'apprends. Je documente ici sur cette chaîne tout ce que je vais apprendre, tout ce que je vais essayer, tout ce que je vais tenter, mes échecs, mes réussites, etc. Donc voilà, je me dédouane tout de suite, je ne suis pas un professionnel. Je n'ai pas la science infuse et si je fais des erreurs, veuillez m'en excuser. On est parti. Donc on se retrouve sur mon écran d'ordinateur. On va voir les 10 principes clés à retenir de ces 3 premiers chapitres, donc les principes fondamentaux que j'ai pu prendre en note durant ma lecture. Tout d'abord, on va voir la pyramide patrimoniale, comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est, la différence entre investir et spéculer en bourse, les intérêts composés, comment ça fonctionne et pourquoi c'est si puissant, pourquoi il faut absolument en profiter. Euh, Pourquoi éviter à tout prix les conseillers en gestion de patrimoine. On va voir pourquoi tout simplement ça flingue les rendements à terme, pourquoi c'est si peu intéressant. Le livret A, c'est l'un des pires placements, ça je vous l'assure, et on va voir la cause, tout simplement. Ensuite, on va faire l'état des lieux financiers, on va parler de l'état des lieux financiers, comment le faire et qu'est-ce que c'est. On va voir les 3 différentes méthodes de gestion de budget. À terme, vous en choisirez une. Moi, j'en ai déjà choisi une. Mais vous en choisirez une pour faire le tracking, en gros, de vos dépenses et de savoir dans quoi vous investissez votre argent, dans quoi vous le dépensez et comment vous le gagnez exactement. La différence entre la bonne dette et la mauvaise dette, parce que la dette, c'est pas forcément un mot négatif, mais il faut voir pourquoi. Donc créer sa version de 50-30-20, ça pour le moment on n'en a pas besoin, c'est pas important. Et constituer son matelas de sécurité, c'est le cœur du chapitre 3. Qu'est-ce que le matelas de sécurité et comment on le construit? Premier concept à aborder, la pyramide patrimoniale. Donc en fait, qu'est-ce que c'est la pyramide patrimoniale? Concrètement, c'est juste un schéma qui classe tes placements selon leur niveau de risque et de sécurité. En fait, l'idée, c'est de construire ton patrimoine comme une maison solide. D'abord, tu as les placements sûrs, puis ensuite, tu vas monter crescendo, faire des placements plus risqués, mais plus rentables. Ça t'évite, en fait, tout simplement de directement aller vers des placements qui vont te faire perdre tout ton argent parce que c'est spéculatif, ça monte, ça descend, c'est pas quelque chose de sûr. Là, tu vas construire petit à petit vraiment quelque chose de durable. Donc j'ai un schéma, je sais pas parler. Du coup, j'ai un schéma pour illustrer cette pyramide. Tout d'abord, on va voir la résidence principale, achat ou location. Donc c'est là où tu vas vivre tout simplement. L'épargne de précaution qui va résumer le matelas de sécurité qu'on va voir juste après. Les fonds euros, donc l'assurance vie. Au 4e étage de cette pyramide, on va voir la bourse. On va retrouver la bourse, donc les ETF, les actions, etc. L'immobilier et en dernier les actifs exotiques. Donc ça va être l'achat d'art, les cartes Pokémon, private equity, l'investissement dans des startups, la crypto, etc. Donc des placements euh, bien plus risqués mais bien plus rentables aussi, qui vont être une partie mineure de cette pyramide, mais au moins si ce que tu investis dans ces actifs, si ça se casse la gueule concrètement, il te reste quand même de l'argent, il te reste quand même du profit. Euh, Ça te permet d'avoir une sécurité plus grande. Donc ce que j'ai dit, pourquoi c'est utile? Tout simplement, ça t'aide à équilibrer sécurité et risque. Ça évite tout simplement de tout perdre si un investissement spéculatif chute. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Ça construit ton patrimoine de façon progressive et stable. En résumé, la pyramide patrimoniale, c'est une méthode pour organiser tes placements. On commence par des bases solides, donc la sécurité, le bas de cette pyramide. Puis on monte petit à petit, on monte crescendo vers des rendements plus grands, mais aussi plus risqués. On aborde
second point à aborder, investir et pas spéculer. Concrètement, qu'est-ce que c'est la différence? Déjà, on va comprendre le terme d'investissement et de spéculation. En fait, spéculer, c'est parier sur le court terme, donc risqué et peu fiable quand tu ne t'y connais pas. Moi, c'est mon cas personnellement, je m'y connais pas, donc je vais pas me lancer dans ce genre de choses. L'investissement, c'est une stratégie qui a fait ses preuves sur le long terme, c'est solide et efficace pour construire un patrimoine. En fait, la bourse, ça devient risqué si tu fais des coups rapides, si tu achètes euh, à un moment où c'est assez bas et que tu paries sur le fait que ça va remonter et vendre en quelques heures, en quelques jours. Donc en fait, là, ce que tu fais, c'est clairement du trading. Et moi, personnellement, je suis pas trader. Des gens font des années et des années d'études pour se lancer dans ce... Enfin, pour faire des coups pareils. Donc si tu mises sur les variations de court terme sans réelle stratégie, tout simplement tu joues au casino. Tu es à la roulette, tu es en train de mettre 200 balles sur le verre. Si tu essaies de battre des professionnels qui ont plus de moyens et plus d'informations, donc en fait ce que tu es en train de faire, c'est essayer d'agir comme des mecs qui s'y connaissent, qui ont fait des études là-dedans, qui sont pointus, qui savent analyser des entreprises, ils savent concrètement ce qu'ils font, même si parfois ça reste quand même des paris pour ces personnes-là, euh, ils savent ce qu'ils font quand même. Donc si tu te mets à faire ce genre de choses, moi si je me mets à faire ce genre de choses, c'est sûr que je vais finir à la rue. Donc la bourse, ça devient un vrai investissement si ton objectif c'est de placer sur le long terme, si tu choisis des actifs solides et diversifiés qui ont fait leurs preuves. Donc des actions mondiales, les indices comme le S&P 500, donc les ETF, l'immobilier, etc. Si tu appliques la stratégie du buy and hold, donc investir régulièrement, par exemple tu investis une somme tous les mois, euh, conserver cet investissement et le laisser le temps travailler pour toi. La bourse, ça devient un vrai outil de création de richesse. Historiquement, les marchés montrent sur le long terme que malgré les crises ponctuelles, ça a continué de monter. Donc, exemple concret, sur le S&P 500, si tu rates, si tu restes investi en continu, donc si tu étales tes points d'entrée, donc tes points d'entrée, c'est tous les mois, le 4 du mois quand tu reçois ta paye, que le cours de l'action, que le cours de l'ETF que sur quoi tu investis de base soit haut ou soit bas, c'est pas grave concrètement parce que tu lisses sur l'année. Il y a forcément des moments où dans l'année tu vas acheter quand ça va être le plus haut et des moments dans l'année où tu vas acheter le plus bas. Donc, si tu lis sur l'année, ça te fait quelque chose de stable et de fiable. Si tu rates seulement les 10 meilleurs jours, donc en faisant euh, simplement du trading, si tu rates les 10 meilleurs jours, tu perds 54% de tes gains. Donc dans l'année, si tout simplement tu rates les 10 meilleurs jours, tu as plus de la moitié de tes gains qui se barrent. Donc je t'en parle pas si tu rates 20 jours, moins 73%, et 30 jours, bah, tu as perdu un an. Donc conclusion, la spéculation, c'est parier sur le court terme. Donc c'est risqué et peu fiable quand tu n'as pas les connaissances. Ce qui est mon cas. L'investissement, c'est une stratégie sur le long terme qui a déjà fait ses preuves et qui est solide et efficace pour construire un patrimoine périn, tout simplement. Les intérêts composés, concrètement, qu'est-ce que c'est en investissement? La définition simple, c'est que les intérêts composés, c'est quand ton argent génère des intérêts. Puis ces intérêts génèrent à leur tour des intérêts qui, à leur tour, produisent encore des intérêts. En fait, pour faire simple, euh, c'est comme l'image de la boule de neige qui descend d'une colline et qui devient de plus en plus grosse, plus en plus grosse, plus en plus grosse, jusqu'à écraser quelqu'un. En fait, c'est ça. Avec le temps, la somme que tu auras mis au départ va faire que croître en fait. Ça va générer des intérêts qui vont s'ajouter à ton capital de départ. Et donc, prenons 8%, c'est ce qu'on va faire juste après. Si on prend 8% d'intérêt par an, bah en fait, les 8% que tu auras gagné bah là sur 10 000 euros, donc 800 euros, ils vont s'ajouter à ton capital de départ, donc 10 800 euros.
Et en fait, le calcul à l'année va plus se faire sur tes 10 000 euros, mais sur tes 10 800 euros. Et en fait, avec le temps, en fait, ça donne des sommes exorbitantes. Euh, donc, imaginons que tu investisses 10 000 euros avec un rendement annuel de 8%, ce que je vous ai dit. Pendant 40 ans, ton capital final sera de 217 000 euros. Ton argent s'est multiplié par plus de 21 fois. Donc on voit à quel point c'est puissant. Tes 10 000 euros que tu as investis il y a 40 ans, avec un rendement annuel à 8%, si tu ne les touches pas, si tu laisses tout simplement ces 10 000 euros, ça va se transformer en plus de 210 000 euros. Alors, avec un effort d'épargne régulier, par exemple, si de ton investissement de départ, donc tes 10 000 euros, tu ajoutes 50 euros par mois en plus dans cet investissement, toujours avec le même rendement et toujours sur le même temps, ton capital final sera de 391 796 euros. Donc sans les 50 euros par mois, euh, tu obtiendras 217 000 euros. Donc ce sera déjà énorme, ce sera déjà multiplié. Mais si juste en mettant des petites sommes tous les mois, donc 50 euros, en fait tu obtiens 391 000 euros. Tes petits versements réguliers te génèrent plus de 174 000 euros. Euh, c'est ça le pouvoir des intérêts composés, c'est que des petits montants, avec le temps, vont te rapporter des montants bien, bien, bien plus gros. Donc ce qu'il faut retenir, c'est plus tu laisses le temps agir, plus l'effet est puissant. Même des petites sommes régulières finissent par produire des gros montants. Les intérêts composés sont la clé de la richesse en investissement. On voit aussi dans le livre que le conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, voire même pas du tout. Alors pourquoi? En fait, le conseiller en gestion de patrimoine, il est payé principalement par des commissions sur les produits qu'il te vend, assurance vie, SCPI, etc. En fait, il va avoir des intérêts. En fait, il va avoir un intérêt, lui, à te proposer tel investissement plutôt qu'un autre, parce que lui, ça va lui rapporter plus d'oseille. Euh, donc en fait, c'est pas forcément objectif, voire même pas du tout. Il va juste orienter vers lui ce qui va le payer le plus, et pas forcément ce qui est bon pour toi ou pour moi. Euh, En plus, il y a souvent des frais d'entrée de gestion, donc il va prendre un pourcentage de, par exemple, ce que tu veux qu'il gère comme argent. Donc sur 100 000 euros, si tu lui donnes 100 000 euros pour qu'il gère et qu'il fasse des investissements avec cet argent, bah, par exemple, il va prendre un pourcentage dès le début, donc 3%, donc il va te prendre 3000 balles d'entrée juste pour s'occuper de ça. En fait, il a souvent des intérêts à te proposer des produits qui vont lui rapporter plus et pas forcément ce qui est le plus adapté à toi. En fait, ça crée des conflits d'intérêts. L'impact des commissions des conseillers en gestion de patrimoine sur ton portefeuille, on va prendre l'exemple de 100 000 euros dans une assurance vie via un CGP. Frais d'entrée 3%. Dès le départ, tu perds 3 000 euros. En plus, il y a des frais annuels de gestion, donc il prend 2% par an juste pour gérer euh, tes investissements. Sur 20 ans, avec un rendement brut de 6% par an, sans frais, ton capital serait de 321 000 euros. Avec frais de 2% plus 3% d'entrée, ton capital chute à environ 210 000 euros. En fait, tu as perdu 100 000 balles juste en faisant appel à ce gars. Juste pour qu'il gère en fait tes investissements et que tu n'as pas envie de te prendre la tête avec ça. En fait, tu as attendu tout ce temps et tu as perdu 100 000 balles. En investissement long terme, les frais grignotent énormément la performance de ton rendement. Maintenant, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours quelque chose à éviter comme la peste. La différence entre un CGP, donc un conseiller en gestion de patrimoine, et un CGPI, donc conseiller en gestion de patrimoine indépendant, le CGP, il est payé à la commission par les banques et assureurs. Le risque de conflit d'intérêt est grand parce que en fait, il vit des produits qu'il te place.
Donc il va voir un intérêt à te proposer tel produit plutôt qu'un autre. Le CGPI, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, lui, il est payé pas par des commissions, mais par des honoraires, comme un avocat ou un expert comptable. En fait, il va être payé à te donner un conseil sur le temps. Euh, Imaginons qu'il soit, je sais pas, je ne connais pas du tout les prix, mais qu'il soit à 200 € de l'heure. Bah, tout le temps qu'il va passer à te donner des conseils, etc. Je dis certainement une bêtise sur les prix, etc. Tout le temps qu'il va passer à te donner des conseils, c'est comme ça qu'il va gagner son argent. C'est pas en te donnant en te conseillant des investissements plutôt qu'un autre, parce qu'il n'est pas payé à ça, donc il a aucun intérêt à faire ça. Donc pas d'intérêt à cacher, pas d'intérêt caché, donc à te vendre tel ou tel produit. Le conseil est plus objectif, mais attention, les conseillers en gestion de patrimoine individuel peut être cher, plusieurs centaines d'euros pour un audit patrimonial. On peut se former, donc pourquoi pas se former. Après, c'est une solution qui reste envisageable, mais il faut penser que les conseillers en gestion de patrimoine individuel, ça représente environ 5% de tous les conseillers en gestion de patrimoine qui existent. Pourquoi mieux se former Pourquoi vaut mieux se former et s'en occuper soi-même? En fait, tu réduis au maximum les frais, plus d'argent reste investi pour toi, et on a vu que des petites sommes peuvent devenir des très grosses sommes, donc autant les garder. Tu deviens plus autonome et tu dépends pas d'un intermédiaire, tu dépends pas de quelqu'un, tu sais, tu comprends où va ton argent, tu sais comment il travaille et tu sais dans quoi tu le places et pourquoi tu le places. Et en plus, tu fais travailler ton cerveau, tu réfléchis un peu. Tu peux choisir des produits simples et efficaces, exemple des ETF indiciels qui battent la majorité des placements vendus par les conseillers en gestion de patrimoine. En gros, les connaissances égale la liberté financière. Plus tu sais, moins tu payes de frais et plus ton patrimoine grossit vite. En résumé, les CGP, donc les conseillers en gestion de patrimoine, vivent des commissions. Leurs conseils sont rarement 100% alignés avec tes intérêts, donc ils sont rarement objectifs, et les frais peuvent détruire une énorme partie de ton rendement à long terme. Donc ce qu'on a vu juste avant, on peut perdre plus de 100 000 euros sur 20 ans de rendement, juste en faisant appel à ces gens-là. Les conseillers en gestion de patrimoine individuel sont plus indépendants, mais chers. Et il y en a très peu. Se former et gérer soi-même, c'est la solution la plus rentable sur le long terme. Dans ce second chapitre, on voit l'état des lieux financiers. Qu'est-ce que c'est que l'état des lieux financiers? L'état des lieux financiers, c'est une photographie complète de ta situation d'argent. Il regroupe tes revenus, tes dépenses, tes dettes et ton patrimoine. Donc tes revenus, ce que tu vas générer, comment tu le génères, etc. Donc s'il n'y a que ton salaire, si tu as d'autres moyens de générer de l'argent. Tes dépenses, dans quoi tu vas dépenser ton argent, majoritairement, ou même tout simplement dans quoi tu le dépenses. Tes dettes, donc si tu as des crédits en cours ou autres, et ton patrimoine, savoir ce que tu épargnes, tes placements ou tes biens. À quoi ça sert? Tout simplement à prendre conscience, savoir exactement où va ton argent, identifier les fuites, les frais bancaires et les abonnements inutiles, donc les abonnements Netflix, Amazon Prime ou autres, tous les abonnements qui te servent à rien ou même des abonnements que tu as oubliés, qui se débitent encore mois après mois, mais que tu as tout simplement oublié. Les dépenses superflues, donc 300 balles de McDo par mois que tu pourrais drastiquement diminuer. Évaluer ta marge d'épargne, combien tu peux mettre de côté chaque mois. Donc euh, avec toute cette analyse donc, de tes revenus et de tes dépenses, tu sais si tu dépenses plus que ce que tu gagnes ou si tu gagnes plus que ce que tu dépenses. Si tu gagnes plus que ce que tu dépenses, tu auras du coup de l'argent restant de tous les mois. Donc cet argent, c'est ton épargne, c'est ce que tu peux épargner. Planifier, choisir une stratégie budgétaire et préparer tes investissements. Donc la stratégie budgétaire, on va voir ça juste après, c'est le prochain point qu'on aborde. Éviter les erreurs, ne pas investir si tu as encore des dettes toxiques ou zéro épargne de sécurité. Donc si tu n'as pas de matelas de sécurité, c'est aussi un terme qu'on va aborder après, ou des dettes en cours. Exemple concret, sans état des lieux, tu crois épargner 200 € par mois, mais en réalité tu perds 80 € en frais cachés
dont tout simplement tu ne te rends pas compte des frais que tu n'as même pas en tête et qui se débitent automatiquement chaque mois que tu ne vois pas. Et 50 euros d'abonnement inutile dans des abonnements, je sais pas, un abonnement à iCloud sur un téléphone, truc que tu as complètement oublié et que tu continues de payer mois après mois. Avec cet état des lieux, tu récupères du coup 130 euros par mois supplémentaires à investir, donc c'est 80 euros en frais cachés et les 50 euros en abonnement inutile. Donc tu pourrais épargner plus 200 euros, mais bien 330 euros, donc les 130 plus 200. Ces 130 euros représentent par mois, par an, plus de 1500 euros par an. En résumé, un état des lieux financiers, c'est comme un bilan santé de ton argent. Il te permet de savoir où tu en es et de corriger ses faiblesses. De te poser des bases solides pour investir efficacement. Alors, c'est pas écrit, mais l'état des lieux financiers, pour le faire, tu peux, sur l'application de ta banque, tu peux demander je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais il y a un document qui te retrace en gros toutes tes dépenses, ou même une partie, un onglet de ta banque, euh, où tu peux savoir exactement toutes tes dépenses, tous tes revenus et tout ce qu'on a expliqué. Après avoir vu l'état des lieux financiers, comment faire cet état des lieux, on va voir la méthode de gestion de budget, laquelle choisir. Il en existe plus, mais nous on va parler de trois méthodes, donc la budgétisation à base de zéro, la méthode des enveloppes et la règle du 50-30-20. La budgétisation à base de zéro, en fait, c'est que chaque euro que tu gagnes à la fin du mois doit être attribué dans une catégorie précise, donc tes dépenses, ton épargne, tes loisirs, etc. À la fin, ton budget doit tomber à zéro. Donc le point fort, c'est que c'est très précis, tu sais exactement où va ton argent. C'est excellent pour reprendre le contrôle quand on a tendance à dépenser sans compter, c'est un peu mon cas. Euh, Ça permet d'optimiser au maximum ton épargne. Comme chaque euro est disposé dans une catégorie, tu as vraiment la main dessus. Tu sais ce que tu en fais. Les points faibles, c'est que ça demande énormément de temps, c'est super chronophage, et de la discipline. Euh, Moi, j'ai essayé, ça me correspond pas du tout. Enfin, pas du tout. J'ai essayé, mais au bout d'un moment, ça me saoule et j'arrête. Ça peut devenir contraignant si t'aimes pas suivre chaque centime. Là, le problème avec ça, c'est que comme on a dit, il faut que tu partes, c'est la budgétisation à partir de zéro. Donc tu dois attribuer tous tes euros à chaque catégorie. Si tu dépenses 2,20 € pour acheter un briquet au tabac, bah, tu dois prendre le ticket de caisse et noter les 2,20 €. Tu peux pas oublier quelques centimes parce qu'à la fin du mois, du coup, ton compte est pas juste. Ensuite, la méthode des enveloppes, tu retires ton argent ou tu l'imagines sur un compte séparé. Tu mets un montant défini dans des enveloppes, alimentation, transport, loisirs. Quand l'enveloppe est vide, c'est simple, tu arrêtes de dépenser dans cette catégorie. Après, tu peux piquer dans les autres catégories pour remettre dans d'autres, etc. Mais forcément, tu fais baisser une autre catégorie. Les points forts, c'est très concret et visuel, comme c'est du cash. Tu te rends réellement compte de ce que tu dépenses. On dirait pas comme ça, mais 1600 euros en cash, ça fait déjà une belle quicheta. C'est super pour contrôler en gros tes dépenses variables, donc l'alimentation, les sorties et autres. C'est simple à comprendre et simple à mettre en place. Les points faibles maintenant, c'est que c'est moins pratique et c'est pas trop à l'ère du temps numérique. Sauf si on utilise des applis, etc. Mais j'en ai pas à vous conseiller parce que j'ai pas fait mes recherches. C'est pas adapté si tu veux planifier des projets financiers complexes. La règle du 50-30-20, personnellement, c'est ce qui m'est le plus adapté. Après, tout à chacun. Répartir ton revenu net ainsi 50% dans tes besoins essentiels, donc loyer, nourriture, facture, 30% dans tes envies, plaisirs, donc en gros tes sorties, euh, quand tu vas avec tes potes, etc. 20% c'est ton épargne. Après, ça peut changer, tu peux changer cette répartition. Par exemple, si tu vis chez tes parents et que tu n'as pas encore d'appartement,
les 50% de besoins essentiels, donc déjà t'enlèves le loyer, donc t'enlèves 40%. T'as pas de facture, donc t'enlèves ouais, 40%, que tu peux redistribuer dans cette épargne. 30% de ce que tu gagnes, ça suffit pour sortir. Les points forts, c'est simple, rapide, pas besoin de suivre chaque dépense. C'est bon pour débuter une gestion de budget sans prise de tête. Moi, c'est ce que j'ai besoin parce que sinon, je lâche très vite. Point faible, c'est trop général, c'est pas adapté si ton loyer est très haut ou si tu veux épargner plus. Donc, c'est pas forcément vrai. Euh, Comme j'ai dit, en fait, tu peux bouger, tu vois, les pourcentages. C'est pas fixe. Donc, si tu estimes que 50% de tes besoins essentiels, donc loyer, nourriture, facture, etc., c'est beaucoup trop, bah, tu peux le bouger. Si tu es quelqu'un qui sort pas beaucoup, donc 30% de ton salaire, c'est peut-être beaucoup. Enfin, ça marche pour tout. Manque de précision pour ceux qui veulent optimiser. Donc, si vous voulez réellement optimiser, la plus sensée, ça va être la budgétisation à partir de zéro, mais c'est super chiant à faire. Faut vraiment prendre tous tes tickets de caisse quand tu payes en carte, compter chaque centime. Donc c'est un peu relou. Moi personnellement, j'utiliserai celle-ci. La bonne dette et la mauvaise dette. On va voir que le mot dette, c'est pas forcément péjoratif. La mauvaise dette, c'est celle qui te coûte de l'argent, celle qui appauvrit ton futur. Exemple, crédit à la consommation pour acheter un téléphone ou une voiture plaisir. C'est des taux exorbitants, juste parce que tu n'as pas les moyens sur le moment d'acheter le dernier iPhone, celui que tu as vu et que tu as craqué. Mais tu le veux quand même, tu fais un crédit à la consommation. Et en fait, ça, c'est une dinguerie. Les crédits renouvelables, revolving, avec des taux énormes, comme le crédit à la consommation, c'est des taux énormes. Les découvertes bancaires, donc quand tu tombes dans le négatif et que tu as du coup des agios. Les agios, c'est quand tu tombes dans le négatif, on t'enlève, la banque te prend de l'argent pour te punir, pour te dire qu'en gros, remonte vite tes comptes parce qu'on va te prendre encore plus. Les conséquences, tu rembourses plus que ce que tu as emprunté. Donc déjà, tu perds de l'argent euh, sans générer de valeur. Elle détruit ton pouvoir d'achat et bloque ta capacité d'épargne. Parce que du coup, tu as des dettes. C'est la mauvaise dette. La bonne dette, c'est une dette qui te rapporte plus qu'elle ne te coûte. Exemple, les crédits immobiliers pour acheter un bien locatif qui génère des loyers. Donc quand tu achètes un appartement et que tu mets quelqu'un dedans, qui te paye tes loyers, là tu fais un crédit immobilier, mais c'est intéressant. Les prêts étudiants, je crois que les prêts étudiants c'est à taux zéro, donc tu rembourses que ce que tu n'as emprunté, si cela permet d'obtenir un meilleur salaire derrière. Ou tout simplement euh, pour d'autres projets, pas forcément pour... enfin, on peut faire des crédits étudiants, des prêts étudiants, mais tu peux l'utiliser aussi pour d'autres choses. Les emprunts pour créer et développer une entreprise rentable, par exemple. Conséquence, l'argent emprunté sert d'effet de levier pour augmenter tes revenus et ton patrimoine. Elle enrichit ton futur au lieu de l'appauvrir. Comparatif rapide, la mauvaise dette, ça a pour objectif la consommation et le plaisir immédiat. Par exemple, ton téléphone à crédit ou un prêt conso, ça t'appauvrit. La bonne dette, c'est un investissement, ça crée de la valeur. Un immeuble locatif, un business ou autre. Ça t'enrichit, ça enrichit ton futur. En résumé, la mauvaise dette, empruntée pour consommer, c'est de la perte. Et la bonne dette, empruntée pour investir, c'est du gain. Constituer son matelas de sécurité, c'est ce qui est abordé dans le chapitre 3 du livre. Et le chapitre 3 est entièrement dédié à ça. J'en ai beaucoup parlé précédemment, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ta réserve d'argent pour faire face aux imprévus. Des problèmes de santé, une panne de voiture ou une perte de revenus. Éviter le découvert et garder une tranquillité d'esprit. Donc, éviter le découvert si jamais tu venais à tomber dans le négatif. Avant d'avoir les agios qu'on a parlé précédemment, tu vas pouvoir accéder à de l'argent mis de côté prévu pour ça. Et donc, du coup, ne pas avoir les agios et pas perdre d'argent.
Garder la tranquillité d'esprit, parce que quand t'as pas d'argent de côté accessible, si jamais t'arrive une galère où t'es pas bien, euh, mais tu peux cogiter et te pourrir la vie parce que tu te dis, bah imagine il m'arrive une dinguerie, et j'ai rien de côté, j'ai rien pour, euh, pour me protéger. En fait, c'est la base à constituer avant d'investir. Combien tu dois mettre sur ce matelas de sécurité? Entre 3 et 12 mois de dépenses selon ta situation. Si tu as une situation plutôt stable, un CDI avec peu de risques, 3 mois environ. Moyennement stable, donc le livre préconise 6 mois. Et si tu as une situation plutôt instable, que tu lances ton entreprise ou que tu es indépendant, 9 à 12 mois. Exemple, si tu dépenses environ 2500 € par mois, ton matelas idéal serait entre 7500 et 15 000 €. Où placer cet argent? Sur des supports sûrs et disponibles. On a vu que le livret A s'était pété pour gagner de l'argent, mais c'est accessible et c'est ce qui te fait perdre le moins d'argent. Euh, Parce que l'argent, tu peux y accéder directement à tout moment. Et même si tu perds de l'argent avec le livret A, c'est lui qui est quand même le plus avantageux dans sa perte. Ensuite, une fois que le livret A est rempli, si jamais tu le remplis, ce qui est pas utile, euh, tu as le LDDS en complément. Et pour terminer, les fonds monétaires ou fonds euros, seulement si tes livrets sont pleins, encore une fois. Le rendement, il est négatif, le rendement. Comme on a vu, l'inflation fait perdre de la valeur dans le temps à ces trois solutions. Mais c'est pas un investissement. Faut que tu gardes en tête que c'est pas un investissement. C'est une assurance anti-coup dur. La stratégie de construction du matelas de sécurité, si tu n'as rien de côté, tu mets 100% de ton épargne dessus jusqu'à atteindre 3 mois de dépenses. Si tu as prévu entre 3 et 6 mois de dépenses à mettre de côté, tu mets 50 à 75% de ton épargne sur le matelas et le reste, tu commences déjà à l'investir. Si tu as plus de 6 mois, tu mets seulement 50% sur le matelas et le reste, tu investis. Petit à petit, tu vas le construire. Mais au moins, tu commences déjà à mettre un pied dans ton investissement. Une fois ton matelas atteint, tu peux investir sereinement pour faire croître ton patrimoine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris des choses. Moi, ça a été le cas personnellement. De mettre en page cette vidéo, ça m'a permis de comprendre encore mieux les principes, de le partager et de développer d'autres compétences, donc être un peu plus à l'aise devant la caméra, même si c'est pas du tout le cas encore. On voit que je bafouille pas mal, que je me répète, etc. Donc je m'en excuse. J'espère que dans le temps, ça s'améliorera. En tout cas, tout ce que j'aborde n'est pas tout le contenu des 3 premiers chapitres. On retrouvera en description de cette vidéo un lien pour se procurer ce livre, parce qu'il faut rendre la monnaie de sa pièce à la personne qui m'a fourni ces informations. Euh, Dans le livre, vous verrez d'autres choses importantes qui sont aussi bien mieux expliquées que moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.